Bonsoir à tous et bienvenue. On va essayer de décortiquer le transfert de Choupo-Moting au Paris Saint-Germain. Alors j'avais fait une vidéo de ce style-là pour Nemanja Radonjic à l'Olympique de Marseille. C'est un peu moins complexe, il y a un peu moins d'intermédiaires pour Choupo-Moting, mais quand même on va remarquer qu'il y a notamment deux sociétés. Et en fait, de par cet exemple-là, ça va dérouler une vidéo bonus, complément de celle que j'avais tournée la semaine dernière autour de l'organisation du Paris Saint-Germain. Alors pourquoi on se retrouve avec des dernières journées très actives au niveau du mercato à Paris, avec l'arrivée de Bernat et donc de Choupo-Moting? Alors il y a deux grands facteurs qu'on va mettre à 50-50, la même importance. Celui que j'avais largement développé, c'était l'organisation. Alors bon, vous voyez le retour du tableau à la Didier Roustan, prof et Didier. Bref, organisation. En théorie, un club, c'est comme une pyramide. On est d'accord. Donc vous avez le haut de la pyramide, c'est Doha. Ce qui est normal, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui sont propriétaires, donc c'est l'émir. Pas de problème. Mais ensuite, vous avez donc à Paris la présidence, ce qui est logique encore une fois. Plus bas, vous avez la direction sportive et le staff technique, l'entraîneur et ensuite les autres employés. Jusqu'ici, c'est à peu près normal. Sauf que, maintenant, on va vous poser une question. Si vous êtes un agent, un intermédiaire ou un club et que vous souhaitez acquérir ou vous souhaitez vendre un joueur au Paris Saint-Germain, qui allez-vous contacter? On est d'accord qu'on ne va pas contacter le proprio, c'est normal. Maintenant, il y a plusieurs choix. Là, je vous ai mis. Alors, il y en a qui vont essayer, normalement c'est ça, la réponse numéro 1, elle est là. C'est la direction sportive en théorie qui s'occupe de ça. La direction sportive au PSG, elle a 3 têtes. Là, donc, attendez, on va vous dessiner un petit peu. Donc là, on a Antero, c'est le responsable. Ensuite, on a Maxwell. Alors Maxwell, quel est son rôle? Je sais qu'il appelle le coach de la réserve pour lui dire Thomas, il veut tel ou tel joueur en jeune, tel jeune en pro. Et vous avez également Luis Ferrer, ancien recruteur pour la zone sud-américaine, qui s'occupait également de l'incorporation, de l'intégration des joueurs sud-américains. Il a une très grande influence sur Lo Celso, également sur Cavani, puisque je le rappelle, Luis Ferrer donc, joue au foot avant, il était défenseur. Il a notamment évolué au Gazlec d'Ajaccio et il a évolué contre Walter Fernando Guglielmone, qui est le demi-frère d'Edinson Cavani, qui évoluait à l'AC Ajaccio. Et donc ils ont sympathisé et quasiment 10 ans après, hop, ils se sont croisés à Paris. Luis, c'est quelqu'un de très important qui fait le lien également en dessous avec les recruteurs et les analystes vidéo. Luis Ferrer a pris de plus en plus d'importance au fil du temps. Et Antero Henrique, donc le mec tout en haut, au début, on a fait plus ou moins son bras droit. Il l'a envoyé faire des meetings à sa place, etc. Donc Ferrer a été promu un petit peu par Henrique, sachant que déjà, beaucoup de personnes au club trouvaient qu'il avait beaucoup de qualité, puisque c'est quelqu'un qui respire le ballon. Alors, avec tous les défauts du monde qu'il peut avoir, certains vous diront qu'il est dur, il a d'ailleurs une énorme balafre sur, sur le visage due à une bagarre au couteau en Argentine, mais Luis Ferrer, c'est un bonhomme. Tu plaisantes pas avec Luis Ferrer. Donc vous avez ces 3 personnes. Jusqu'à là, c'est normal, pas de problème. Néanmoins, quand vous contactez la direction sportive, Antero ne répond pas à tout le monde. Il fait un peu le tri, le filtre, c'est normal. Donc vous pouvez vous dire, je peux contacter ou Maxwell ou Luis Ferrer. Luis Ferrer fait diligence, Maxwell, souvent il ne sait pas trop comment se positionner. Qu'est-ce que fait Maxwell au PSG? C'est un vrai cas. Mais en théorie, vous passez par la direction sportive. Ensuite, c'est cette direction sportive-là qui doit avoir un pouvoir et qui peut faire avancer les dossiers. Sauf qu'au PSG, c'est pas le cas. Au PSG, Antero peut essayer d'avancer les dossiers, mais c'est pas lui qui a le pouvoir. Et surtout, il est en opposition nette avec le coach. Le coach à qui on a promis les pleins pouvoirs. Comme on avait promis les pleins pouvoirs à Antero l'année d'après. L'année d'avant, excusez-moi. Donc, il y a moyen de contacter directement Tourelle pour essayer de faire des joueurs. Ce qui va poser un gros souci, c'est que si Tourelle essaye de faire des pistes, mais que le directeur sportif n'est pas d'accord, et met des bâtons dans les roues, notamment pour le numéro 6, que se passe-t-il? Il se passe que vous avez un club, donc en bas, qui fonctionne à 2 étages, avec le coach qui n'est pas d'accord avec le directeur sportif, et le directeur sportif qui essaye de baiser, excusez-moi l'expression, des pistes du coach. Et vice versa. Donc déjà, on a un gros souci. Maintenant, je vous dis, vous prenez toujours ce club ou cet agent. Vous pouvez également passer par Nasser El Khelaifi, le président. Mais vu qu'on a enlevé du pouvoir à Nasser, il doit uniquement référer à sa hiérarchie et il ne s'est pas du tout impliqué quasiment dans le mercato. Il a simplement finalisé quelques dossiers, notamment celui de Guedes à Valence. Pourquoi? Parce que vous avez un agent, Jorge Mendes, qui refuse qu'Antero Henrique soit présent. Il refuse de traiter avec lui. C'est la guerre entre les deux. Donc vous avez, pour un dossier très important, on parle d'une vente de 40 millions. 57, c'est un mensonge. Je répète, c'est un mensonge. C'est 40 plus bonus, et c'est garanti. Donc, ce mec-là, il ne peut pas assister. Et on se retrouve au PSG avec le directeur administratif, le directeur général, le taulier quand même, le taulier, Jean-Claude Blanc, qui termine les négociations. Sauf que, le directeur général administratif, dans la pyramide du sportif, il n'y est pas.
il est à côté, c'est un autre secteur qui gère. Donc bon, mais sauf que Jean-Claude Blanc, grand professionnel devant l'éternel, c'est le mec pour qui les employés ont énormément de respect souvent. Alors il y en a peut-être qui vont lui trouver des défauts, je sais qu'avec les ultras ça a été compliqué, mais je parle en professionnalisme au club, qui de mieux que Jean-Claude Blanc? D'ailleurs dès qu'il y a un petit problème au club, je l'ai vécu il y a 10 jours quand j'ai passé un coup de téléphone pour l'affaire Gustavo Ebling, on m'a dit non mais Jean-Claude Blanc, c'est la carte Jean-Claude Blanc, c'est le garant, et c'est également Jean-Claude Blanc qui avait insufflé toute cette prudence au niveau financier, tout ce côté de la diplomatie, et également la stratégie à l'international pour la marque du Paris Saint-Germain. Jean-Claude Blanc et ses équipes, c'est du très fort. Comme il y en a d'autres au secteur marketing, etc. Mais vraiment, le taulier du club, celui pour qui les employés ont encore un minimum de confiance dans le projet, c'est Jean-Claude Blanc. Garanti. Donc bon, des fois, il est là. Alors maintenant, on reprend toujours mon schéma, vous avez la dernière possibilité, Doha. Parce que si vous voyez que la direction sportive n'a pas le pouvoir, si vous voyez que le coach, c'est pas lui en théorie de négocier, même si Tourelle a essayé directement, avec des agents et tout. Sachant que Tourelle a aussi son avocat. Et des fois, il appelle aussi des agents à lui pour essayer de faire les trucs. Que le président il répond pas parce qu'il doit en référer à sa hiérarchie. Donc vous avez la possibilité de dire je vais contacter directement quelqu'un à Doha. Mais là on arrive au même problème de la pyramide. L'émir, les quelques conseillers très proches, d'autres périphériques qui s'intéressent au foot comme Johan Altani, qui va sans doute être un des hommes majeurs pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et vous en avez ensuite d'autres. Vous avez Khalifa Khamis, alias Monsieur Football au Qatar. Mais là, il ne peut pas s'occuper de tout. Des fois il intervient sur des dossiers, des fois non. Et vous en avez d'autres ensuite qui connaissent ces gens-là, qui peuvent faire passer le message et le faire remonter. C'est ce qui s'est passé pour le dossier Lobotka. Direction sportive, on freine, on ne sait pas trop. Parce qu'en plus, vous avez dans la direction sportive, notre ami Antero, vu qu'il n'a pas eu les pleins pouvoirs, il a miné un peu le truc. Remarquez en face, ils ont miné le territoire aussi. Donc vous avez la guerre, comme je vous ai expliqué. Donc Antero, qu'est-ce qu'il fait? Il va mandater, il va signer un mandat, il va faire signer un mandat au nom du club pour représenter le Paris Saint-Germain, admettons pour l'achat d'un joueur pour une période définie ou pour vendre un joueur pour une période définie. Il avait fait notamment ça il y a quelques mois pour Kia Joorabchian, qui est quelqu'un qui intervient sur le marché chinois notamment, enfin c'est un des top agents, super agents, top 5 au monde, et donc on peut faire ça pour beaucoup de personnes. Il a notamment fait ça pour essayer d'avoir Guerrero et plein d'autres. C'est aussi une manière, donc on appelle ça le mandat club. Il y a le mandat joueur, et il y a le mandat club. Le mandat club c'est le plus important parce que c'est là où ils avaient le pouvoir de décision. Voir la vidéo sur Radonjic à ce sujet. Bref. Donc vous avez Antero et Tourelle qui se font, on va être honnête, la guerre. Ils sont pas d'accord sur les profils. Bon, pas de problème. Maintenant, qui décide de quoi? Qui fait quoi? Le pouvoir, je rappelle, c'est Doha. Nasser n'est plus là. Donc Nasser, avec tous les défauts du monde qu'il a, avant il facilitait quand même. Prenez l'appel, il essaie de diriger le dossier. Là il le fait plus. Il l'a pas fait quasiment cet été. Donc ça pose beaucoup de questions sur je m'adresse à qui dans ce bordel? On sait pas. Parce qu'il n'y a pas de ligne claire. Mais cela s'explique également, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, parce que le PSG a un fonctionnement étatique. C'est la première fois qu'un État a un club. Donc ce qui fait que vous avez une direction à la fois à Paris, qui doit toujours donner des comptes, à celle de Doha. Ce qui forcément fait des problèmes, parce que physiquement les mecs sont pas là, il y a un décalage. Et surtout, il y a d'autres priorités également pour l'Émirat, même si le PSG revêt une très grande importance. Je rappelle également que l'Émir est fan de foot et a tendance à beaucoup regarder les matchs, même quand il peut pas, on les enregistre et il les regarde. Donc par exemple pour le dossier Lobotka, je vous dis la direction sportive ça passe pas, Nasser répond pas. Donc ils ont fait appel à d'autres personnes afin de pouvoir contacter les gens à Doha et essayer d'avoir une réponse. Il y a eu des rendez-vous, on est intéressé. Non, on n'est pas intéressé. Mais littéralement au final, ça s'est joué sans offre. Il n'y a jamais eu d'offre pour Lobotka, que ce soit pour le Celta Vigo ou pour le joueur. On n'est jamais rentré en phase de négociation. On a soufflé le chaud et le froid tout le mercato et c'est ce que Paris a fait, je vais dire presque de main de maître, puisqu'ils se sont mis sur plein de dossiers, jusqu'à des dossiers qui allaient très très cher et d'autres beaucoup moins onéreux. Ce qui montre la deuxième phase de la chose. Phase numéro 2, enfin égale, c'est même pas un ou un bis, c'est les deux mêmes, le FPF et l'UEFA. Donc déjà quand on dépense 400 millions l'année dernière, on ne peut pas s'attendre à un mercato où on dépense beaucoup d'argent. Alors évidemment il y en avait au club, il y avait des garde-fous comme Jean-Claude Blanc et d'autres qui avaient dit attention, va falloir amortir ces transferts-là et est-ce qu'on peut les faire? Parce qu'on va peut-être pas se mettre tout le monde à dos. Et ici, on va peut-être un peu se mettre tout le monde à dos. Mais alors, je rassure, Chelsea, quand Roman Abramovich arrive, a connu le même souci. Et Manchester City également. Donc, le PSG est dans cette lignée-là, surtout avec Manchester City. C'est assez marrant parce que les deux clubs ne peuvent pas se voir. Et donc, la Juve, le Barça et le Bayern notamment font un peu pression autour de l'UEFA. Le Real beaucoup moins, du fait de la grande amitié et des business de Florentino Pérez avec des dirigeants qataris. Donc, ces gens-là font pression autour de l'UEFA afin justement, on parle d'une sanction, etc. Sachant que le Paris Saint-Germain, comme je l'avais expliqué précédemment, a énormément joué sur sa marque à l'international. C'est le seul club français qui a ça. Je rappelle l'ouverture des bureaux à Singapour. Il y en a, je crois, dans une autre partie en Asie, à New York également.
Donc la marque internationale du PSG aujourd'hui elle compte. Et l'accroissement des revenus, avec la diversification des revenus, c'est quelque chose que le club manie très très bien. Alors bien sûr, l'arrivée de Neymar, on pensait que ça allait permettre au club de franchir encore un palier, parce qu'on n'est pas toujours au niveau des Manchester United, des Chelsea, du Barça, du Real, qui sont eux des marques internationales déjà établies. Il y a des projets très ambitieux au PSG, puisqu'on se rêve d'être une marque internationale qui dépasse le foot. On se rêve d'être comme les Lakers, comme les New York Knicks, comme les Yankees, c'est-à-dire d'être une marque tout sport confondu dans ce qui se fait de mieux au monde. Sauf que ça va prendre du temps. Néanmoins, on voit que Paris est très exigeant vis-à-vis des sponsors, c'est-à-dire réclame beaucoup d'argent, notamment de par l'arrivée de Neymar, qui en effet a un potentiel terrible. On remarque que même si on dit Neymar a perdu de sa superbe, de son image, etc., n'en déplaise, ses droits à l'image augmentent d'année en année, et il a gagné encore davantage de contrats. Les droits d'image de Neymar, sachant qu'ils sont divisés en deux parties, il y a la partie pour le reste du monde et une partie spéciale pour l'Asie, qui est gérée par un homme qui s'appelle P-A-I-R-O-G, Pairoge comment, j'ai toujours oublié son nom. C'est le propriétaire de Moucron, qui avant été impliqué dans divers rachats de clubs avec son fils Peter, notamment à Manchester City quand les Thaïlandais arrivent, à Reading en D2 anglaise, et à Sheffield Wednesday. Cet homme est le partenaire de Pini Zahavi, qui est l'architecte du transfert de Neymar, et se base également sur un autre agent qui s'appelle Amadeu, je crois, qui est un Portugais qui travaille à Doyen Sport, qui s'occupait également des droits d'image de Neymar. Bref, il faut dissocier les droits à l'image du sportif, donc Neymar, l'athlète, et les droits à l'image, et tout ce qui concerne l'image et le marketing, le sponsoring d'un club. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, de compagnies qui se disent « Mais est-ce que Neymar va partir ?» Parce que tout le doute mis par le clan du joueur, par les conneries de la presse, par machin, bref, il y a eu une grosse période de flou et les sociétés ont peut-être peur de s'investir avec le PSG. Alors, il y a eu un contrat qui a été signé avec l'agence marketing chinoise des sports. Il y a deux autres contrats qui ont été signés en Asie qui seront révélés en théorie ces prochaines semaines et prochains mois. Je pense que je vous en parlerai bientôt. Donc, ils travaillent notamment sur le marché asiatique, mais ils ont du retard du fait du retard de la Ligue 1 qui n'est pas du tout au niveau de la Première Ligue et de la Liga dans son exposition au monde entier. Couplé à cela, qu'il y a des problèmes pour la diffusion de la Ligue 1 à l'étranger, on le voit au Brésil, c'est pas diffusé actuellement, il y a des renégociations qui sont en train d'être faites avec BT Sports, qui sont d'ailleurs menées par Nasser directement, c'est pour ça qu'il était à Londres en fin de mercato à un moment donné. Donc, tout ça, l'arrivée de Neymar n'a pas encore été bien amortie, on s'attendait à plus au niveau du club. Est-ce que ça va arriver cette année? Eh bien écoutez, en tout cas ils essayent de mettre cette stratégie en place. Néanmoins, amortir Neymar et Mbappé, c'est très compliqué et ça pèse. Donc, c'est logique qu'il y ait des départs, sachant qu'il y avait des joueurs mécontents. L'effectif était un peu, on va dire, biscornu, avec trop de joueurs pour une position. Je pense notamment à Pastore, Draxler, Di Maria, tous ces lignes mi-offensif et liés, il y en avait trop. Jusqu'à là, on est d'accord, on peut comprendre. Donc, le fair play financier met un peu la pression. Moi, j'ai interrogé avec un mec du Times, un ponte de l'UEFA, qui a confirmé des discussions tout l'été entre le club et l'UEFA à ce sujet. Alors, on peut se dire, Paris surveillé, je vais vous le dire, on leur a dit, faites quand même un peu attention, etc. Ce qui est quand même très étonnant, puisque dans le même temps, on a Antero Henrique qui a multiplié les rendez-vous avec Kanté. L'opération Kanté, c'est au moins 100 millions. Donc si tu es en danger, pourquoi tu fais ça? Alors, plusieurs explications. Soit tu prends la température en disant, on prend le contact pour essayer de faire ça cet hiver ou l'année prochaine, quand on aura montré qu'on a calmé, on leur donne des garanties sur l'accroissement des revenus, c'est très possible. Soit, deuxième chose, potentiellement tu peux tenter un coup. Parce que c'était ce qu'il y avait comme idée, comme Boateng. L'opération Boateng, elle serait montée à 40 ou 50 millions. Pour ça, je vous renvoie aux articles allemands qui ont été publiés sur le sujet. Il y a une offre, je crois, qui a été faite quasiment dans les derniers jours de 40 millions. Ce qui montre que tu as quand même de l'argent, comme Kerrer qui a coûté 37 millions. Sachant que si tu ajoutes Kerrer, Bernat et tout ça, tu arrives à plus de 50 millions quand même. Donc, sachant qu'avec toutes les ventes et tout, Paris donc, gagne de l'argent, est positif sur sa balance achat-vente, ok, mais même si tu es emmerdé par le fair play financier, tu te dis, ils ont dépensé plus de 50 millions, même si on sait qu'aujourd'hui tu peux pas avoir des top ou top joueurs, tu peux avoir une stratégie claire et lisible. Sachant que je vais le rappeler, Maxwell, tu sais qu'il va prendre sa retraite donc il y a 2 ans, tu as pris Berchiche qui est un brave gars, bon joueur de doublure, très bon mec de vestiaire, mais c'est pas un titulaire. Et là, bon, tu le fais partir avant le 30 juin, parce que tu avais besoin d'équilibrer les comptes pour l'UEFA. Ok. Mais tu prends Bernat, qui est pas du tout le premier choix, qui est le 7e ou 8e choix. C'est pas un titulaire en puissance, c'est le remplaçant du remplaçant au Bayern. Mais le mec peut arriver et être très bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le profil que tu veux. Tourelle te dit depuis le début, je veux un 6. Unai disait déjà, je veux un 6. Alors Lassana Diarra est arrivé, certes, après une période très longue d'inactivité, et Lassana Diarra, de son propre aveu, est en pré-retraite. Bon. Parce que le confort au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué d'en sortir. Comme dirait un ancien joueur que je connais bien, elle est bonne la soupe au Paris Saint-Germain. Elle est très bonne. Donc, tu n'as pas de 6, tu n'as pas pris de 6. Ce qui pose de véritables questions. Est-ce que Choupo-Moting était vraiment nécessaire avant toute chose?
Bon, on va essayer de comprendre un petit peu. C'est que la stratégie, il n'y en avait pas. Parce qu'on en revient à ce que je vous dis là. Il n'y a pas de putain de pilote dans l'avion. On ne sait pas à qui s'adresser, qui peut décider. C'est complètement le flou. Dans beaucoup de clubs, ça peut être le bordel. Mais là, tu atteins un niveau, ce qui fait que tu as des gros agents qui sont énervés, d'autres clubs qui sont énervés, parce qu'en plus, vous avez Antero Henrique qui est parti, mais alors en cacahuète. Le fait qu'il est, on va dire ça, mais c'est même pas une connerie, entre ces bouteilles de cognac au 3e étage de la factory, donc 3e étage de la factory, c'est les bureaux du club, là où il est, ces soirées au Peninsula, où pareil, le mec, gros cigare, gros verre de cognac, à faire que des blagues de cul, ah, mais c'est la roue libre. Là, il a terminé, mais alors essoré, le mec il dort quasiment plus. Vous avez Nasser, il a tellement de trucs à faire, on l'a pressé comme un citron. Bref, très compliqué, pour résister également à toute cette pression. Tous les comptes qu'il doit rendre ici et là, les mecs qui le jalousent, qui veulent sa place. Sachant qu'à côté, il a des conseillers, bon, des fois on se demande ce qu'ils servent comme intérêt. Vous avez le coach, il voit qu'il n'a pas les joueurs, on lui a promis des trucs, il n'a pas ça. Et vous avez également dans la périphérie le père à Neymar. On lui a dit l'année dernière, non mais tu vas être sur les transferts, on va t'écouter. Et vous avez d'autres agents influents comme Pinizavi qui dit attends mais on m'a dit que je gère aussi. Qui gère quoi? Il y a trop de monde, on a trop promis de choses. Le problème c'est qu'on a promis à des mecs importants. Et c'est compliqué. Alors, on remarque la présence de Pinizavi sur pas mal de deals. Kehrer il a un peu aidé, Bernat il est un peu dessus aussi. Parce qu'il fait partie des hommes de confiance de Thomas Tuchel. Et évidemment d'Antero Henrique, parce que je le rappelle, c'est lui qui a mis Antero Henrique au club. C'est pas autre chose. Et ça, j'en tiens pour propre source. Et bah, l'opération Neymar, puisque dans le livre que je sortirai en octobre qui parle pas du PSG, il y aura juste un chapitre sur l'opération Neymar. Bah, j'expliquerai parce que j'ai le contrat de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc on verra tous les intermédiaires qu'il y a eu. Et on verra qu'en fait la version qui avait été notamment donnée par un journal portugais est complètement fausse. C'est assez intéressant d'ailleurs. Mais bref, on aura le temps d'y revenir. Donc entre guillemets, comme je dis, c'est le bordel. De l'autre côté, on a le fair play financier qui limite. Donc Paris joue le chaud et le froid. Parce qu'on peut pas dire j'ai pas trop d'argent. Et là on arrive au troisième point qui est très intéressant pour moi. C'est le robinet. Je m'explique. Depuis que QSI a repris le club, la soupe elle est très bonne. C'est-à-dire que les coms, on fait pas semblant. Admettons, regardez, vous avez un joueur qui arrive. Donc l'agent a sa commission, c'est ce qui est prévu et tout. Mais si vous voulez rincer le mec, il n'y a pas d'autre mot, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas lui mettre un joueur au PSG. Vous allez lui dire, bah écoute, va nous faire des mecs au Qatar. Et là, pas de problème, c'est légal, il n'y a aucun souci. Et là, les mecs se rincent. Vous n'avez pas idée à quel point. Cet été, on a entendu des dirigeants du Paris Saint-Germain dire on n'a pas d'argent pour les agents. Pourquoi? Parce qu'on en revient aux deux points. L'organisation, elle est cataclysmique. Et le FPF regarde, et pourquoi le FPF regarde? Parce qu'on a beaucoup dépensé. Tout le monde se sert à Paris. Donc là, le robinet, on a dit bon, le robinet coule encore, mais bon, faut pas se foutre de la gueule du monde. Pourquoi? Parce qu'on en revient à l'opération de Neymar de l'an passé, vous allez voir, là ça a été la débandade. Hein. Et en même temps, même si Pinizavi, qui a mis quelques billets, on va dire ça comme ça, a un rôle également bien au-dessus du sport pour le Qatar, il faut pas oublier que le robinet, les mecs, c'est pas des vaches à lait. Au bout d'un moment, ils mettent 400 millions, il y a encore une élimination, ça marche au résultat, qu'est-ce qu'on fait? On va pas vous donner non plus crédit limité tout le temps. Donc le système mis en place par Nasser de tous les cadeaux dès qu'un mec se plaint, exemple Thiago Silva il y a quelques années qui a récupéré une maison, hein, c'était offert, c'est la maison qui régale, parce que la soupe elle est très bonne. Là, on a fait comprendre, bon, on va peut-être arrêter les conneries. Donc, quand tu couples tout ça, tu comprends que le Paris Saint-Germain est limité sur son mercato. C'est logique. Néanmoins, la stratégie. La stratégie. C'est Antero qui dit toujours ça, c'est la stratégie. Ou comme il dit, on va parler argent dans mon bureau. Bon, on va parler argent, Antero. Hein, il y aurait pas mal de choses à dire, mais t'es pas le seul. Hein, ça serait bien simpliste de mettre que la faute sur Antero, mais quand je vous dis qu'il a terminé en roue libre, pour donner un exemple concret, c'est que l'Atlético Madrid aujourd'hui est furieux, merde, de fou furieux après le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont fait une offre scandaleuse pour Filipe Luis, d'abord en contactant le joueur, alors beaucoup de clubs le font, hein. Paris a la fâcheuse habitude de le faire, d'abord de convaincre le joueur en lui offrant un gros chèque, et ensuite de contacter le club, et d'inciter le joueur à foutre un peu la merde, en mode pour se barrer. Et là, Antero a fait une offre scandaleuse, donc les mecs de l'Atlético veulent plus entendre parler du PSG, et là on arrive sur la fin du mercato, donc où t'as pas de 6, t'as pas d'arrière gauche. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive Bernat. Ils ont tout tenté, ils ont tenté plein de pistes. Ok, pas de problème. Et il arrive Choupo-Moting. Alors, Tuchel avait dit en effet qu'il cherchait une doublure pour Edinson Cavani, pour faire un petit peu souffler, etc. Ce qui est quand même un signe pas terrible envoyé aux jeunes, mais bon, pourquoi pas. Sachant que j'ai oublié de préciser une chose, mais si tu avais des problèmes d'argent, il y a quand même eu des offres pour les joueurs du PSG, pour Diaby, il y a une offre en Italie, en Espagne, il y a une offre pour Draxler aussi très importante, pour Rabiot, etc. Paris, en théorie, quand tu as une offre importante, au moins t'écoutes. Non, niet.
C'est aussi la force du Qatar, c'est qu'ils n'ont pas envie de vendre, bah, ils te disent va te faire, vous m'avez compris. Donc c'est pour ça, c'est quand même assez curieux, parce qu'ils ont fait une offre de 40 millions à Boateng, et à d'autres personnes ils ont dit non, on n'a pas d'argent. Donc, chaud-froid, c'est un peu une partie de poker menteur, c'est les négociations, je comprends bien. Maintenant, Eric Choupo-Moting. Alors, Eric Choupo-Moting, c'est un joueur qui appartient à 2 sociétés, plus ou moins, mais la société la plus importante, elle s'appelle Rogon. Rogon, c'est détenu par un Allemand du nom de Roger Wittmann. Alors, Roger Wittmann, on n'est pas au sommet de la pyramide des top agents, des super agents, mais on est dans le top agent. On doit être à peu près par là. Wittmann, il représente beaucoup de joueurs. Il a évidemment Draxler, il a Luis Gustavo, il a énormément de joueurs en Allemagne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Max Meyer, qui est un de ses joueurs, qui a signé à Crystal Palace, s'est passé très près à ce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Parce que Thomas Tuchel fonctionne avec son réseau allemand. Il était intéressé par Rudiger. À un moment donné, ils ont fait des discussions pour Keita. Je sais qu'il voulait également d'autres joueurs qui jouent en Bundesliga qui sont partis ici et là, notamment au milieu défensif. Parce que c'est vraiment sa priorité, le milieu défensif. Mais Choupo-Moting, il a validé le profil. Mais c'est pas lui qui fait le deal. Le deal, c'est Antero Henrique qui le fait. On en revient là. Comment ils le font? Parce que c'est quand même surprenant. Le deal, il se fait un peu au dernier moment, mais pas tant que ça. Ils avaient gardé un contact. Sachant que Choupo-Moting, il avait refusé une offre avant d'Huddersfield, je crois, en D2 anglaise. Alors, Choupo-Moting, il joue à Stoke City en première ligue, sauf qu'ils sont descendus. Et là, vous allez voir le schéma. Donc, attends, je vais vous dessiner ça. On est à Stoke. Comment on arrive de Stoke au PSG? Alors, tac. C'est comme, voilà, c'est une corde. Vous mettez le trajet. Donc là, descente de Stoke. Qui dit descente dit certaines clauses dans des contrats, notamment de Bojan Krkić et de Choupo-Moting, qui signifie qu'ils ont une clause pour partir libre. D'accord. Bon, donc le joueur peut être gratuit, pas de problème. Sauf qu'un joueur ne signe jamais gratuit, il prend une prime à la signature. Cette prime à la signature, elle est faite de partout. Alors, bon, ok, prime à la signature. Maintenant, qui représente Choupo-Moting? C'est donc Roger Wittmann, comme je vous disais, le même agent que Draxler et Kerrer. Alors, quels sont les faits d'armes de Roger Wittmann? C'est un flambeur, excellent négociateur, très discret, top agent, globalement, dans le sens, il sait mener son business. Et avec sa société Rogon, il y a plein de mecs qui travaillent pour lui. Il a des recruteurs quasiment pour lui, on va dire des rabatteurs, et des mecs un peu plus importants. Notamment parmi eux, Wolfgang, j'ai perdu son nom de famille, et une autre personne qui s'appelle Christian Rapp, R-A-2-P. C'est lui qui a notamment mené les négociations avec Antero Henrique. Et dans la société de Roger Wittmann, il y a ensuite des mecs qui prennent un peu leur indépendance. C'est-à-dire, je travaille à la fois pour Rogon, voilà, on va mettre ça. Au milieu, vous avez Rogon. C'est la société d'agents. Voilà. Sauf que dans Rogon, vous avez le patron, vous avez Wittmann, j'arrive plus à faire un W. Vous avez notamment Rapp, et vous avez l'autre personne très importante, Gianluca Di Domenico, qui gère notamment également un peu Ricardo Rodriguez. Et lui, en fait, Di Domenico, il travaille à la fois pour Rogon, mais il a créé quelque chose d'autre, il y a récemment, je crois qu'il y a 1 an. C'est une autre société qui est en Suisse, qui s'appelle Sport 11 AG. Et en fait, sur le dossier de Choupo-Moting, on a à la fois Rogon et cette société-là. Pourquoi il y a des sociétés-là? Parce qu'avec ça, en fait, on fait des factures. On facture des prestations, plus des commissions, etc. Donc vous avez ces 2 sociétés, vous avez ces 3 mecs-là, plus, si je dis pas de bêtises, il y a 2 autres personnes de Rogon qui appartiennent et tout. Bon bref, c'est un beau micmac, c'est pas si compliqué que ça, mais en gros les mecs, Wittmann, c'est le patron, il est pote avec Tuchel, et il s'entend bien avec tonton Antero. Donc déjà, forcément, ça facilite le deal. De là à dire, oh, c'est des magouilles, tout le monde met de l'argent, nanani, nanana. C'est avant tout, un club fonctionne avec des mecs de confiance. Roger Wittmann, c'est un type expérimenté. Si ça avait été un autre agent qui avait proposé le joueur, je peux vous dire, l'agent ne serait pas venu. Sauf que Wittmann, c'est lui qui fait également Kerrer, avec d'autres intermédiaires, et c'est lui qui avait Draxler. À l'époque, d'ailleurs, Wittmann, il en avait fait une sur Draxler. Alors, c'est les Football Leaks qui avaient révélé ça dans le jeu, enfin, notamment par Spiegel. Je rappelle que Spiegel, c'est notamment une des pierres fondatrices des Football Leaks. Donc, ils avaient révélé quelque chose qui, moi, m'avait tué. En gros, la prolongation de Draxler quand il était à Schalke 04, il y avait beaucoup de rumeurs l'envoyant à Dortmund, et les mecs étaient terrorisés de perdre un peu l'enfant du club et tout. Donc Wittmann arrive en disant voilà, vous allez la voir, ça va être le symbole, l'emblème et tout. La réalité, il prend 1,2 million Wittmann par sa société Rogon pour la prolongation de contrat, plus 450 000 € pour chaque année de contrat. Donc là, c'est le symbole, il va y aller, il n'y a pas de problème, on va construire sur lui. Hop, 2 ans et demi plus tard, Draxler fait des pieds et des mains avec une attitude scandaleuse qu'il a répétée d'ailleurs au final quand il a vu se barrer de Wolfsburg. Bien aidé par son agent qui est quand même un mec qui des fois quand il faut aller il va au clash. Lui il a pas de rancœur, pas de sentiment. Et donc le mec, Wittmann, avait fait noter dans le contrat que 15% du transfert allait arriver à sa société. Donc ce qui fait que pour la prolongation de contrat et tout ça, il a pris plus de 7 millions. Ce qui est pas mal. Hein, des fois on peut faire des deals, là c'est très très bien. Comme je vous dis, vous n'allez pas le baiser. Et là l'info que je vais vous donner, c'est que pour Choupo-Moting, ils ont déjà parlé d'une revente. C'est-à-dire, on met Choupo-Moting au Paris Saint-Germain,
il va faire un an, il va rendre service, etc. Encore une fois, c'est pas du tout de la faute du joueur, pas non plus un mauvais joueur, hein. Mais sauf que bon, c'est un joueur professionnel, donc déjà faut l'être. Mais pour là, c'est un placement financier qui va répondre évidemment à des exigences pour Tourelle qui cherchait un joueur de ce profil-là. Mais est-ce que c'était vraiment l'intérêt du Paris Saint-Germain? Non. C'est l'intérêt, excusez-moi l'expression, mais pour taper des ronds. Mais c'est pas taper des ronds maintenant. C'est se dire, je le remets au Paris Saint-Germain, je lui mets 2 ans de contrat, et l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon réseau, notamment potentiellement pour la Chine. Mon joueur va avoir 30 ans, il a l'étiquette Paris Saint-Germain, et tu l'as complètement revalorisé, et tu fais une opération à 7 ou 10 millions. Avec encore une prime à la signature, etc., voire davantage. Ils ont déjà parlé de ça, je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas ils en ont parlé, sachant qu'ils ont terminé les négociations au Royal Monceau avec un bon cognac et des cigares. Pendant ce temps, le numéro 6, tu l'oublies, l'arrière-gauche, tu l'oublies. Ce qui fait qu'on arrive à ma conclusion. Ça ne peut pas durer ça. Ça ne peut pas durer. Il y a trop de guerre en interne. Il y avait cette incertitude du FPF qui est réelle, mais ça n'empêche qu'ils ont fait le travail comme des sagouins, parce que ce mec-là, je rappelle, dans ma direction sportive, j'ai Luis Ferrer, tous les plans qu'il a fait, tous les recruteurs qu'ils ont fait, les analyses vidéo, etc., tous les dossiers, l'accompagnement de la performance pour les jeunes, la cellule de recrutement international pour faire venir justement des jeunes ici là, des bons espoirs en post-formation, les accompagner à la fois humainement et sportivement, tous ces projets-là, ils sont où? Ils n'ont servi à rien parce qu'il n'y a personne qui les écoute, parce que vous avez un président qui est aux abonnés absents parce qu'il a trop de choses à faire, parce que vous avez Antero qui, je pense, est en roue libre parce qu'il a vu qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, qui a essayé jusqu'au dernier jour de faire un autre joueur, je ne sais pas qui. Et vous avez un coach qui lui-même a dit, au bout d'un moment il était excédé, il a pris le téléphone et il a fait le directeur sportif aussi. Est-ce qu'un club peut fonctionner comme ça? Non. Donc voilà, je pense qu'il y a du ménage qui doit être fait à tous les niveaux, parce qu'en plus Paris s'est mis à dos pas mal de personnes, Antero également, sachant qu'encore une fois, Antero Henrique est loin d'avoir tous les défauts, hein. Mais là, je vais terminer sur la gestion du cas Lo Celso, qui évidemment voulait un peu partir. Je sais pas la position de Tourelle, hein, visiblement il n'avait pas l'air trop croire en lui, mais je sais pas. Sauf qu'une saison c'est long, très long, et il y a toujours des rotations à faire, la hiérarchie peut changer, mais Lo Celso, Maxwell il a géré le dossier très spécialement, on va dire ça comme ça, puisque les mecs du Betis étaient choqués. À un moment donné, il a donné le numéro de Lo Celso au gars du Betis en disant « Ouais, mais moi je lui parle plus ». C'est pas Lo Celso qui va négocier, c'est le père qui a dû appeler à un moment donné le Betis. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Alors Maxwell, il a peut-être pas le bon professeur, on sait pas trop ce qu'il fait, on l'envoie au feu pour des dossiers, on lui donne pas de responsabilité, on l'écoute pas, il est très gentil. Mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que ce pilote, ce serait pas Luis Ferrer? Je sais pas, mais au moins lui c'est un mec de ballon, il y en a d'autres. Mais là ça peut pas continuer comme ça. Donc voilà un petit peu les explications, j'ai fait un peu long, je suis désolé. J'espère que c'est clair. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je répondrai quand mon ordinateur arrêtera de s'allumer toutes les 2 secondes. En tout cas, je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne fin de journée.